Il y a un moment unique dans la vie qui n'apparaît qu'une seule fois. Un moment où tout semble s'effondrer. Vous pensez peut-être que vous devenez fou, que quelque chose de terrible s'est produit. Mais Carl Jung a découvert une vérité surprenante. Ce n'est pas une chute, c'est le tournant le plus crucial de votre existence. Il a appelé ce moment nécrose, la traversée nocturne de la mer, la mort du vieux soi. Et si vous ressentez maintenant cette confusion, ce vide, cette terreur que plus rien n'est de sens, sachez, vous n'en finissez pas. Ça commence. La plupart des gens paniquent face à ce signe. Ils fuient vers le connu, s'accrochent au passé et vivent comme les ombres de ce qu'ils auraient pu être. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir exactement comment reconnaître ce moment, ce qu'il signifie et pourquoi traverser ce feu au lieu de le fuir est la seule façon de naître dans votre véritable essence. Jung a découvert quelque chose d'effrayant. Votre ancien moi doit mourir complètement avant que votre nouveau moi puisse respirer. Le premier symptôme arrive doucement. Les choses qui vous procuraient du plaisir passe-temps, relations, réalisations professionnelles perdent soudainement leur couleur, se transforment en cendres, semblent vides. Ce n'est pas de la tristesse. La tristesse a un poids, une texture, une raison. C'est le vide. Jung appelait cela l'érosion de la personnalité, le masque social que vous avez porté toute votre vie sans vous rendre compte que ce n'était pas votre vrai visage. Imaginez un cas qui illustre parfaitement cela. Un patient est arrivé au cabinet avec des symptômes qui ressemblaient à une dépression classique, carrière réussie, poste respecté, famille aimante, admirée de tous. Mais la description était effrayante. Il se sentait comme un fantôme marchant dans sa propre vie, assistant à des réunions qui autrefois le dynamisaient et qui ne déclenchaient plus rien, rentrant à la maison et devant feindre l'enthousiasme lorsqu'il voyait ses enfants. Il s'est regardé dans le miroir et n'a pas reconnu la personne dans son reflet non pas parce que son visage avait changé, mais parce que l'histoire qu'il racontait sur lui-même n'avait plus de sens. Les observations cliniques de Jung ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'une dépression, même si elle portait ses atours. C'était le personnage qui craquait comme une coquille d'œuf. L'identité que vous avez construite pour survivre dans le monde s'est avérée être une construction et non une vérité. Et cette révélation fait mal comme la mort, car, d'une certaine manière, c'est bien une mort. Le « vous » que vous croyez être est en train de se dissoudre. La sensation de vide est terrifiante, mais cette terreur est en réalité un signe. La société moderne considère cette phase comme un problème à résoudre. Ils appellent cela la dépression, la crise de la quarantaine, l'épuisement professionnel. Ils proposent des médicaments, des thérapies pour revenir à la « normale », des conseils sur les soins personnels et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Jung était radicalement en désaccord avec cette approche. Pour lui, traiter ce moment comme quelque chose à réparer est dangereux, car il interrompt le nécessaire processus de désintégration. On ne peut pas reconstruire une maison en prétendant que les fondations sont solides. Vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes vraiment en vous accrochant à ce que vous prétendez être. Le travail clinique de Jung a montré que les personnes qui étouffent cet inconfort avec des médicaments, qui se forcent à revenir à d'anciens schémas ou qui refusent l'appel à la transformation, se retrouvent des années plus tard dans des états psychologiques bien pires. Le psychisme n'accepte pas d'être ignoré. Si vous refusez de mourir volontairement à l'ancien moi, celui-ci trouvera un moyen de forcer cette mort généralement par le biais de crises, de maladies ou d'effondrements complets. Ce n'est pas de la théorie. C'est ce que Jung a observé à plusieurs reprises au cours de décennies de pratique. La dissolution suit un schéma qu'il a tracé dans des centaines de cas. La première phase consiste à collecter les projections. Vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres, non pas dans le sens sain de fixer des limites, mais d'une manière déstabilisante et effrayante. Le masque social qui vous protégeait du jugement tombe tout simplement, vous laissant nu et vulnérable. Vous réalisez que vous avez passé des décennies à jouer devant un public qui ne regardait jamais réellement. Il a sacrifié ses désirs authentiques pour une approbation toujours conditionnelle et finalement vide. Cette révélation devrait être libératrice. Mais au lieu de cela, vous avez l'impression d'être au milieu d'une pièce bondée, complètement exposée. Du coup, vous voyez à quel point votre personnalité a été construite pour plaire aux parents, aux patrons, aux collègues, pour répondre à des attentes qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. Et sans ces repères extérieurs, vous ne savez plus qui vous êtes. Le sol disparaît sous vos pieds. Chaque conversation se transforme en une performance dans laquelle vous avez oublié le scénario. Chaque interaction sociale nécessite une énergie que vous n'avez plus, car vous ne savez plus quelle version de vous-même présenter. La deuxième phase arrive sous forme d'embuscade.
Lorsque l'ancien moi s'effondre, les émotions et les souvenirs refoulés envahissent tout. Jung appelle cela le retour de l'ombre. Toutes les parties de vous-même que vous avez niées, rejetées, enfouies dans l'inconscient parce qu'elles ne correspondaient pas à l'histoire que vous deviez raconter sur qui vous étiez. The Angers et Could Never Express. Des désirs dont il a appris à avoir honte. Le chagrin qu'il n'a jamais été autorisé à ressentir. Les ambitions qu'il a sacrifiées pour les autres. L'égoïsme qui prétendait ne pas exister. La cruauté qu'il avait juré de ne jamais avoir. Tout revient avec une force dévastatrice. Vous pourriez vous retrouver à pleurer sans raison, à exploser de colère contre des gens qui ne le méritent pas, à souhaiter des choses qui contredisent tout ce en quoi vous croyez. Des rêves si vifs et si dérangeants que vous avez peur de dormir. Des souvenirs d'enfance que je pensais avoir surmontés, mais clairement jamais traités. Il ne s'agit pas d'une perte de contrôle. C'est se retrouver pour la première fois le vrai soi, qui est toujours plus complexe, plus contradictoire, plus sauvage que ce que le personnage a jamais permis. The third phase is the scariest. Jung appelait cela la perte du sens, l'espace liminal. Vous êtes entre deux mondes, l'ancien est mort, le nouveau n'est pas encore né. Il existe dans un vide psychologique où rien n'a de sens. Il ne peut pas redevenir celui qu'il était, car il a vu au-delà de cette identité. Vous ne pouvez pas avancer, parce que vous ne savez pas qui vous devenez. The weather seemed strange. Les jours se confondent. Vous remplissez vos obligations mais vous vous sentez déconnecté de tout. Les gens vous demandent si vous allez bien, et vous ne savez pas comment répondre, parce que vous n'avez aucune idée de ce que signifie être bien en ce moment. Ce n'est pas de la dépression, même si d'autres peuvent l'appeler ainsi. Ce n'est pas de l'anxiété, même si l'incertitude remplit chaque instant. Vous êtes au milieu. C'est dans l'obscurité entre la mort et la renaissance. C'est ce que les mystiques appelaient la nuit noire de l'âme, ce que Jung appelait nigredo, l'obscurcissement. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart abandonnent. Mais c'est aussi là que commence la véritable transformation. Quelque chose qui, à de nombreux moments, était même génial, pour faire de la place à quelque chose qui n'existe pas encore. Et c'est justement cette absence de forme qui fait le plus peur. Parce que le vide n'est pas une erreur, c'est le seul endroit où la véritable création peut avoir lieu. L'ego résiste parce qu'il a été entraîné à survivre et non à évoluer. Il préfère la sécurité d'une prison familière à l'incertitude d'un territoire inexploré. But life is not meant to be lived safely. It is made to be lived in expansion. And expansion requiert désintégration. Cela nécessite que vous abandonniez ce qui ne vous sert plus pour que le nouveau puisse émerger non pas comme une version améliorée de l'ancien, mais comme quelque chose de complètement différent. À ce stade, l'esprit rationnel saisit les explications. Elle veut savoir pourquoi cela se produit, comment cela va se terminer, quand les choses s'amélioreront. Mais la transformation ne suit pas la logique de l'horloge. Il suit la logique du feu, il consume ce qui est inflammable pour que ce qui est indestructible puisse subsister. Et ce qui est indestructible chez vous, ce n'est pas votre histoire, ni votre nom, ni votre rôle social. C'est l'essence qui voit tout cela s'effondrer sans être détruit. Les synchronicités qui ressemblaient autrefois à des signes de folie révèlent désormais leur utilité. Elles ne sont pas là pour vous guider, mais pour vous montrer que vous n'êtes jamais seul. Que l'univers conspire en votre faveur, même s'il semble chaotique. Chaque coïncidence nous rappelle que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne peut être expliqué, mais seulement vécu. Mais pour en faire l'expérience, vous devez arrêter de chercher des réponses et commencer à faire confiance au processus, même lorsque cela fait mal. La déception n'est pas un échec. C'est un réveil. Quand vous voyez que le travail que vous détestiez n'était qu'une couverture pour éviter ce que vous vouliez vraiment faire, ce n'est pas une défaite, c'est une libération. Lorsque vous réalisez que l'amour que vous croyez éternel était en fait un échange de besoins, ce n'est pas une trahison, c'est une invitation à vraiment aimer. Lorsque vous comprenez que les convictions que vous avez défendues bec et ongles n'étaient que des échos des voix des autres, ce n'est pas une crise, c'est l'occasion de penser par vous-même. Le problème n'est pas l'effondrement. Le problème est la résistance à l'effondrement. Parce que l'effondrement est ce qui précède la reconstruction. Et la reconstruction ne se fait pas au même titre que la destruction. Cela se produit sur un plan supérieur. Vous ne quitterez pas cette phase avec la même personne que celle à laquelle vous êtes entré. Vous en ressortirez comme quelqu'un qui a appris à vivre sans masque, sans justification, sans besoin de plaire.
Quelqu'un qui a compris que la vie ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à poser les bonnes questions. Et les bonnes questions ne sont pas « Comment redevenir heureux ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Les bonnes questions sont « Qu'est-ce qui essaie de naître en moi? À quoi dois-je renoncer pour que cela arrive? Et suis-je prêt à payer le prix de ma propre liberté? » Parce qu'il y a un prix. Il y en a toujours. Et cela se paie en monnaie de confort, de certitude, d'identité. Mais ce que vous obtenez en retour est quelque chose qu'aucun argent, aucun statut, aucune approbation extérieure ne peut acheter, la chance de vivre une vie qui vous appartient vraiment. Ce n'est pas la vie dont tes parents rêvaient pour toi. Pas la vie que la société vendait comme une réussite. Pas la vie que vos peurs projetaient comme sécurité. Mais la vie que, au fond, vous avez toujours su que vous étiez censé vivre. Et lorsque cette vie commencera à se déployer non pas comme un plan parfait, mais comme un appel, vous comprendrez pourquoi chaque seconde d'obscurité en valait la peine. Parce que la renaissance n'est pas un événement. C'est un processus. Et tu es déjà dedans. Vous avez échangé le connu contre l'inconnu non par impulsivité, mais par courage qui n'apparaît que lorsque la peur n'a plus nulle part où se cacher. Et ce qui attend de l'autre côté n'est pas une garantie, mais une révélation, que la véritable sécurité ne réside pas dans le contrôle de l'avenir, mais dans la confiance dans le processus qui le façonne. Les personnes qui réussissent à franchir cette voie n'ont pas de super pouvoir. Ils ont quelque chose de plus rare, la capacité de supporter la tension des contraires. Ils peuvent honorer ce qu'ils étaient sans s'y accrocher. Ils ressentent la peur, mais ils ne la laissent pas dicter le rythme. Ils vivent dans l'incertitude sans s'y noyer. Ils apprennent à habiter le seuil, cet espace sacré entre ce qui est mort et ce qui n'est pas encore né, sans exiger que la transformation soit précipitée, expliquée ou offerte avec certitude. Parce qu'au fond, ils découvrent que le psychisme sait ce qu'il fait, même lorsque l'ego n'en a aucune idée. Et puis, pas d'un seul coup, mais petit à petit, quelque chose bouge. Ce n'est pas un éclair, mais un changement de courant. L'énergie revient, mais ce n'est plus la même. C'est plus dense, plus réel, plus ancré dans la vérité que dans l'illusion. Vous vous sentez à nouveau solide, mais maintenant cette solidité ne vient pas de l'ignorance, mais du choix. Avant, vous étiez ferme parce que vous ne vous demandiez jamais qui vous étiez. Maintenant, vous êtes inébranlable parce que vous avez tout remis en question et reconstruit sur la base de la connaissance de soi, et non de l'autotromperie. Les choses qui semblaient autrefois essentielles perdent leur poids. Non pas parce que vous êtes devenu cynique, mais parce que vous avez arrêté de chercher un sens à la validation des autres. Et ce qui passait auparavant inaperçu, l'authenticité, la profondeur, la vérité nue, l'expression créative qui ne demande pas de permission, le service qui vient d'un véritable soin et non d'une obligation, commence à occuper le devant de la scène. Vos relations se transforment. Certains s'effondrent parce qu'ils ont été construits sur l'ancienne personnalité, sur des projections mutuelles et des performances creuses. D'autres vont plus loin, parce que ceux qui restent sont capables de trouver leur vérité avec la leur. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde, mais ceux qui restent comptent d'une manière qui était auparavant inimaginable. Votre travail change également. Même si vous continuez dans le même métier, votre relation avec celui-ci se réinvente. Vous arrêtez d'exercer des compétences et commencez à offrir une réelle contribution. Arrêtez de chercher l'ascension pour le simple fait d'exister et commencez à vous demander, que faut-il vraiment faire? Peut-être qu'il abandonnera tout, non pas par impulsion, mais avec la clarté de quelqu'un qui reconnaît ce qui sert sa vraie nature, et non le personnage qu'il a joué autrefois. Le signe que vous avez reçu n'était pas un avertissement de catastrophe. C'était une alerte de mise à jour. La mort de mon ancien moi n'était pas une punition. C'était une invitation. Jung a appelé ce résultat l'individuation, le processus permettant de devenir qui vous êtes réellement, plutôt que celui qu'on vous a appris à être. Le moi individualisé n'est pas parfait. Il n'est pas éclairé au sens transcendant. C'est juste entier. Il contient de la lumière et de l'ombre, de la force et de la vulnérabilité, de la certitude et du doute. Il peut s'engager dans le monde sans s'y perdre. Aimer sans dépendre d'être aimé. Créer sans avoir besoin d'applaudissements. Il existe dans la solitude sans ressentir de solitude, car il a trouvé compagnie au plus profond de lui-même. Si vous êtes dans le feu en ce moment, si vous vivez la mort de votre ancien moi, vous êtes exactement là où vous devez être. Pas parce que c'est cool. Pas parce que c'est facile. Mais parce que c'est la seule façon d'arriver à qui tu es vraiment.
Chaque moment de confusion est votre psychisme qui se réorganise autour de la vérité et non de l'illusion. Chaque instant de vide est un espace qui s'ouvre pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Chaque moment de peur est le vieux moi qui réalise qu'il ne peut pas contrôler ce processus. Et ce manque de contrôle n'est pas le problème. C'est le point. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers le vrai soi. Vous ne pouvez pas le planifier, le forcer ou le fabriquer. Vous ne pouvez que vous abandonner au processus et croire que ce qui veut émerger à travers vous est plus sage que l'ego qui a peur de mourir. Jung a consacré sa vie à étudier ce voyage parce qu'il l'a vécu lui-même. Sa confrontation avec l'inconscient l'a presque détruit. Mais c'est aussi devenu la base de tout ce qu'il a apporté à la psychologie. Il a appris à faire confiance aux images qui surgissaient de ses profondeurs. Il a appris à dialoguer avec les personnages apparaissant dans ses visions. Il a appris à voir sa crise psychologique non pas comme un effondrement, mais comme une rupture, le moment où le nouveau commence à respirer. L'ancien moi meurt pour que le nouveau puisse naître. Ce n'est pas une métaphore. C'est le véritable mécanisme de transformation psychologique. Et quand vous comprenez cela, quand vous réalisez que la confusion, la douleur et le vide ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas, mais que quelque chose va finalement bien, tout change. Vous arrêtez de résister. Arrêtez d'essayer de vous remettre dans une voie qui ne vous sert plus. Laissez le processus se dérouler. Et dans cette permission, dans cet acte d'abandon, le nouveau soi prend son premier souffle. Sur le chemin de l'alchimiste, vous transformerez votre vision en sagesse grâce à des exercices pratiques, des limites d'inspiration jungienne et une formation étape par étape pour affiner votre vision. Ce guide comprend 3 vidéos exclusives pour approfondir chaque leçon. Écrit par Serial Mind, 236 pages, un e-book magnifiquement conçu au format 8,5x11, disponible en téléchargement immédiat. Commencez votre formation aujourd'hui. Ressentez profondément tout en pensant clairement. Achetez The Alchemist's Way sur deserialmain.com.